Les signes silencieux de la trahison dans le mariage que beaucoup ignorent. La trahison conjugale ne commence souvent pas dans un lit d'hôtel, ni par un baiser volé. Elle commence bien plus tôt, dans l'espace imperceptible qui se glisse entre deux vies qui devaient être partagées. Elle s'installe par des signes si ténus, si quotidiens, qu'ils passent sous le radar de la conscience, masqués par la routine, la fatigue, ou cette forme de confiance devenue, avec le temps, un peu trop paresseuse. On imagine l'infidélité comme un événement spectaculaire, un séisme aux répliques bruyantes. En réalité, c'est plus souvent un effondrement silencieux, une lente désertion de l'intimité dont les prémices sont écrites en lettres presque invisibles. Le premier de ces signes silencieux n'a rien de romanesque, c'est l'érosion du partage des futilités. Le mariage, dans sa santé, est un sanctuaire du dérisoire. On y rapporte les anecdotes de la journée, la bêtise du collègue, la drôlerie du commerçant, l'inquiétude passagère, le petit succès insignifiant. Quand l'un des partenaires cesse progressivement d'apporter ces petites offrandes du quotidien, ou cesse d'écouter celles de l'autre, un pont crucial se rompt. Ce n'est pas qu'il n'a plus rien à dire, c'est qu'il a commencé à déposer ses fragments de vie ailleurs, dans une autre conversation, avec une autre présence. L'espace conjugal se vide alors d'une certaine forme d'oxygène léger, indispensable. La maison devient un lieu fonctionnel, où l'on parle des factures, des enfants, des projets pratiques, mais plus de l'étoffe même de l'existence. C'est un silence qui ne semble pas menaçant, juste une fatigue normale, un manque d'inspiration. C'est pourtant souvent le premier murmure de la désertion. Vient ensuite la mystérieuse transformation du langage corporel. Il ne s'agit pas nécessairement d'une répulsion soudaine, mais d'une microdistance insidieuse. Le corps de l'autre devient un territoire moins familier, moins spontanément investi. Les gestes d'affection deviennent prévisibles, ritualisés, presque protocolaires, le baiser du soir, la main posée en passant. Ils perdent leur qualité de surprise, de recherche. On observe une subtile réorientation de l'attention physique. Dans le canapé, le corps s'incline légèrement, imperceptiblement, vers son propre espace plutôt que vers celui du conjoint. Le sommeil se fait plus distant, on ne se cherche plus dans la nuit. Il y a comme une bulle d'air invisible qui s'installe entre deux peaux qui se frôlent sans vraiment se toucher. Cette distance n'est pas discutée, car comment formuler cette impression que l'autre, physiquement présent, s'est déjà retiré d'un centimètre, puis de 2, puis de 10 ? On se l'attribue à soi-même, à une perte de désirabilité, à la lassitude naturelle des corps qui se connaissent trop. Un autre signe, particulièrement sournois, est la réécriture discrète de l'histoire commune. Dans les conversations, l'autre commence à parler du passé conjugal avec une nouvelle tonalité, souvent plus distante, plus critique ou simplement plus vague. Les souvenirs heureux sont évoqués avec moins de chaleur, comme s'ils appartenaient à une autre vie, à d'autres personnes. Parfois, ils sont même réinterprétés. En y repensant, cette période n'était pas si géniale que ça, finalement. C'est un processus de désengagement émotionnel rétroactif. Il permet, inconsciemment, de justifier l'éloignement présent en ternissant le lustre du passé. Le conjoint fidèle, lui, sent cette dissonance, cette fissure dans la narration partagée de leur vie. Il a l'impression que le sol mémoriel sur lequel il marche devient mouvant. Mais comment contester des sentiments, des impressions sur le passé ? On se tait, troublé, se disant que la mémoire est faillible. L'hyperinvestissement dans une nouvelle sphère est un signal fréquemment minimisé. Un hobby soudain et absorbant, des heures de sport inflexibles, un projet professionnel qui devient une obsession exclusive, une implication démesurée dans une association. En surface, c'est louable, c'est se réaliser. Mais quand cette nouvelle passion s'accompagne d'une fermeture, d'un refus de partager son enthousiasme ou ses détails avec le conjoint, elle cesse d'être une activité pour devenir un territoire secret. Elle fournit un alibi temporel et mental parfait. L'esprit et l'énergie sont captés ailleurs, laissant le foyer devenir un simple lieu de ravitaillement et de repos. Le conjoint qui reste à la maison a le sentiment vague d'être mis en pause, de ne plus faire partie de l'aventure de l'autre. Il se réjouit même parfois de ce bonheur ou de cette passion nouvelle, sans percevoir qu'il en est délibérément exclu, que cette bulle est justement conçue pour ne pas l'inclure. La technologie, bien sûr, tient une place centrale dans ce ballet silencieux. Ce n'est pas tant le mot de passe changé, trop flagrant, mais la nouvelle posture face aux écrans. Le téléphone, autrefois laissé négligemment sur la table, devient une extension du corps, toujours à portée de main, toujours retourné. Il y a ces moments de concentration intense sur l'écran, suivis d'un léger sursaut, d'un geste rapide pour éteindre ou changer d'application lorsque le conjoint s'approche. L'écran de l'ordinateur est basculé à la vitesse de l'éclair.
Ces réflexes de protection d'un espace numérique sont des indicateurs puissants. Ils créent une frontière invisible dans l'espace même du salon ou de la chambre. L'atmosphère devient alors électrisée de secrets mineurs. Chaque notification étouffée, chaque conversation écourtée parce que quelqu'un entre, est une petite piqûre d'exclusion. On se sent intrus dans son propre espace de vie. Le plus subtil peut-être, et le plus dévastateur, est le changement dans le regard. Ce n'est plus le regard qui évite, mais le regard qui ne voit plus. Le conjoint devient transparent. On parle à travers lui, on agit à côté de lui. Son existence n'est plus le pôle d'attraction du regard de l'autre. Quand les yeux se posent, ils semblent traverser la personne pour fixer un point au-delà, ou pour y chercher, non pas la complicité ou l'amour, mais une information, une validation rapide, ou rien du tout. La personne n'est plus contemplée, elle est simplement identifiée, comme un meuble familier dans un paysage connu. Cette absence de regard véritable est une forme de négation silencieuse. Elle provoque chez celui qui l'a subi un sentiment profond d'inexistence, une étrange honte d'occuper de l'espace. Enfin, il y a ce paradoxe douloureux, l'accusation de paranoïa ou d'étouffement. Quand le conjoint lésé, poussé par un malaise insondable, ose évoquer son sentiment d'éloignement, de froideur, il se heurte souvent à un mur de dénégation rationnelle. Tu imagines des choses, tu es trop sensible, tu veux me contrôler, on ne peut plus rien te dire sans que tu en fasses un drame. Cette inversion de la culpabilité est un mécanisme de défense redoutable. Elle oblige la victime potentielle à douter de sa propre perception, de sa santé mentale. Elle se rétracte, honteuse, et apprend à faire taire sa propre intuition. Le doute s'instille ainsi non pas sur la fidélité du partenaire, mais sur sa propre capacité à juger de la réalité. C'est une prison psychologique des plus efficaces. Ces signes, pris isolément, peuvent tous s'expliquer par le stress, la dépression, une phase difficile, la monotonie du couple. Leur danger réside précisément dans leur plausibilité. C'est leur accumulation, leur persistance, et cette sensation viscérale, indescriptible, d'une présence qui s'est déjà retirée, qui forme la véritable alerte. La trahison silencieuse précède souvent la trahison physique. C'est la trahison de l'attention, de la présence, de l'investissement émotionnel quotidien. Elle ne laisse pas de preuves tangibles, seulement un climat qui se refroidit, une intimité qui se vide de sa substance, et le cœur qui, sans savoir nommer la raison, commence à se serrer dans un silence de plus en plus lourd. Reconnaître ces signes, c'est non pas nécessairement accuser, mais se donner le droit de nommer un malaise, et d'exiger, avant qu'il ne soit trop tard, un retour de la présence véritable. Parce que parfois, sauver un mariage, c'est d'abord oser entendre le silence qui précède l'effondrement. La trahison silencieuse est une dissolution. Elle ne brise pas le verre d'un coup, elle le dissout goutte à goutte dans un acide invisible, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une forme fantôme, un souvenir de sa solidité. Après l'érosion des futilités partagées et le retrait du langage corporel, d'autres strates de ce phénomène souterrain se révèlent, plus profondes encore, et tout aussi ignorées. Il existe une forme subtile de trahison qui réside dans la privatisation de la joie. Lorsque l'un des conjoints commence à vivre ces moments de bonheur, d'excitation ou de fierté comme des expériences strictement personnelles, qu'il ne cherche plus à les faire rayonner vers l'autre, un clivage fondamental s'opère. Auparavant, une promotion, une réussite, une belle rencontre, même anodine, était immédiatement canalisée vers le partenaire, comme pour en augmenter l'éclat par le partage. Désormais, ces étincelles de joie sont gardées pour soi, ou pire, réservées à une autre audience. Le sourire qui éclaire son visage en lisant un message s'éteint lorsque le conjoint entre dans la pièce. Le récit d'une journée formidable devient un compte-rendu factuel et plat. Cette captation de la légèreté est une spoliation affective. Elle prive le couple de son carburant positif, laissant la lourdeur et les obligations comme seul terreau commun. Le partenaire lésé sent confusément qu'il n'est plus le destinataire privilégié du bonheur de l'autre, mais il ne peut formuler cette impression sans paraître jaloux ou égoïste. Il se dit « je devrais être heureux qu'il ou elle soit heureux ». Quoi ? Et il se tait, tandis qu'une partie essentielle de la connexion s'atrophie. Un autre signe, d'une froideur presque chirurgicale, est la normalisation de l'indifférence. Les petites négligences, autrefois impensables, deviennent la norme. On oublie systématiquement d'acheter le produit qu'il ou elle aime. On ne remarque plus la nouvelle coupe de cheveux, ou on la commente avec un détachement poli. On cesse de se souvenir des dates marquantes pour l'autre, l'anniversaire de la mort d'un parent, le jour de son premier emploi. Cette indifférence n'est pas active, elle n'est pas de la méchanceté. Elle est le signe d'un désinvestissement attentionnel.
L'autre a cessé d'être un sujet d'étude et d'admiration pour devenir un élément du décor, dont on ne remarque plus les métamorphoses. La trahison, ici, est une trahison de la curiosité. C'est le refus de continuer à apprendre l'autre, à le voir évoluer. C'est le traitement de l'être aimé comme d'une entité statique et déjà connue, dont on a épuisé le mystère. Cette attitude est mortifère pour l'amour, qui se nourrit justement de la découverte permanente. La réorganisation des priorités temporelles est un indicateur aussi silencieux qu'implacable. Le temps, dans un couple uni, est une ressource qui se partage, se négocie, se consacre. Lorsqu'une infidélité, émotionnelle ou physique, se prépare, le temps se réoriente. Des créneaux auparavant consacrés au couple deviennent intangibles, protégés par des impératifs flous, du travail en retard, une séance de sport indispensable, un dîner entre collègues obligatoire. Ce qui est frappant, c'est l'inflexibilité de ces nouveaux blocs temporels. Ils ne sont pas négociables. Le conjoint qui tente de les contourner ou de s'y inviter se heurte à une résistance ferme, voire à une irritation. Ces moments deviennent des sanctuaires temporels où l'autre n'a pas accès. Dans le même temps, le temps passé effectivement ensemble se vide de sa qualité. Il est comblé par des activités parallèles, chacun sur son écran, ou des conversations purement transactionnelles. Le sentiment d'être en présence l'un de l'autre s'évapore. On est côte à côte, mais plus ensemble. Cette nouvelle économie du temps est une des trahisons les plus concrètes, car le temps est la monnaie la plus précieuse que l'on puisse offrir. Le retirer, c'est retirer la substance même de la relation. Sur un plan plus psychologique, on observe souvent une modification de la dynamique du conflit. Soit les disputes disparaissent complètement, soit elles deviennent stériles et sans issue. La disparition du conflit n'est pas un signe de paix, mais souvent de désengagement. On ne se dispute plus parce que l'enjeu n'en vaut plus la peine. L'opinion, le ressenti de l'autre ont perdu de leur importance. On opère un retrait stratégique pour préserver l'énergie émotionnelle, qui est désormais investie ailleurs. À l'inverse, les disputes peuvent devenir plus fréquentes, mais sur un mode pervers. Elles portent sur des prétextes, évitant soigneusement le vrai sujet ou le fossé qui se creuse. Elles servent alors à justifier l'éloignement, « je ne peux pas me confier à toi, tu es toujours sur la défensive », ou à créer une distance morale, « regarde comme tu deviens désagréable ». Dans les deux cas, le dialogue authentique, celui qui répare et rapproche, est mort. Il est remplacé soit par un silence de mort, soit par un bruit de fond agressif qui masque le vide. L'un des signes les plus douloureux est l'émergence d'un langage crypté. Il ne s'agit pas de mensonges élaborés, mais d'un flou artistique entretenu. Les réponses aux questions simples « Comment s'est passée ta journée ? Avec qui étais-tu ?» deviennent vagues, évasives. On utilise des périphrases, on noie le poisson dans des détails insignifiants. J'étais avec des gens du bureau au lieu de donner des noms. On a parlé de tout et de rien. Ce langage, qui n'est techniquement pas mensonger, crée un brouillard informationnel. Il désoriente le conjoint, qui sent que quelque chose lui est caché, mais ne peut pas le prouver, car aucune affirmation factuelle n'a été contredite. C'est une trahison de la transparence, un refus de se laisser voir. Ce brouillard devient le terreau d'une anxiété diffuse. Le partenaire commence à douter de sa propre perception, à se demander s'il ne devient pas paranoïaque. L'infidélité silencieuse prospère dans cette zone grise, où la vérité n'est pas niée, mais simplement rendue inaccessible. Enfin, le signe peut-être le plus profond et le plus méconnu est la trahison du projet commun. Un mariage est autant une direction qu'un sentiment. Il se nourrit de projets, petits et grands, rénover la maison, prévoir des vacances, imaginer la retraite, rêver aux enfants ou aux petits-enfants. Lorsqu'un des partenaires commence à se désintéresser de ses projets, à les reporter indéfiniment, à émettre des objections systématiques mais peu fondées, ou à formuler des visions de l'avenir qui n'incluent plus clairement l'autre, « j'aimerais peut-être vivre à l'étranger un jour », dit sans plus de précision, il trahit le pacte fondateur du mariage, construire un avenir ensemble. Cette désertion du futur est une trahison existentielle. Elle laisse l'autre conjugué au présent, sans horizon, dans une attente perpétuelle et angoissante. Le sol se dérobe non seulement sous ses pieds, mais aussi devant ses pas. On ne sait plus vers quoi marcher. Ces signes silencieux, pris dans leur ensemble, décrivent moins une crise qu'une désertion progressive. L'autre n'est pas parti physiquement, mais il a déjà quitté la place qu'il occupait dans l'espace psychique et émotionnel du couple. Il a démantelé, pièce par pièce, l'échafaudage de l'intimité, le partage des riens, l'attention aux détails, la transparence du temps, la qualité du regard, la chaleur du corps, la foi dans un lendemain partagé. Le drame est que le conjoint qui subit cette désertion est souvent le dernier à comprendre ce qui se joue.
Parce que les preuves manquent. Parce que chaque signe peut être rationalisé. Parce que l'amour et l'habitude ont cette force terrible de nous faire accepter l'inacceptable, de nous faire croire que l'ombre est une nouvelle forme de la lumière. Il s'habitue à la froideur, à l'indifférence, au silence. Il finit par croire que c'est cela, la vie de couple après tant d'années. Il intègre la douleur comme une composante normale de son quotidien. Et c'est là l'ultime trahison silencieuse, amener l'autre à trahir sa propre intuition, à faire taire sa petite voix intérieure qui hurle que quelque chose ne va pas, à accepter, comme norme, une relation qui l'étiole et l'efface jour après jour. La véritable guérison, face à cela, ne commence pas nécessairement par une confrontation sur une infidélité potentielle, mais par le courage de nommer cet appauvrissement, de refuser la lente asphyxie et d'exiger, simplement, que l'on cesse de s'aimer dans le silence et l'absence. Car le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine. C'est l'indifférence. Et c'est dans ce territoire glacial de l'indifférence partagée que la trahison silencieuse accomplit son œuvre de dissolution, bien avant qu'un premier baiser ne soit volé ailleurs.